Merci, je remercie l'Académie, Monsieur le Président. Et puis, oui, alors moi, je suis plutôt chirurgien normalement, mais voilà, il s'avère que je vais traiter ce sujet qui devient de plus en plus prégnant dans notre métier. Et je pense que nos jeunes collègues vont se préparer une carrière assez difficile. Et mes liens d'intérêt, donc je suis assistant conseil chez le courtier branché au DPC Code Orthorisque et le nouveau registre Enacote. Alors, sinistralité des prothèses reprises, des reprises de prothèses. Je vais chercher dans la base de données branchée entre 2010 et 2022, sur 13 années en tout. On a trouvé 266 dossiers concernant 219 chirurgiens assurés qui ont été mis en cause par 259 patients, vu que 7 patients ont engagé 2 procédures. Un peu plus d'hommes, un âge moyen de 62 ans, tout ça n'a rien de particulier. Ça fait environ une moyenne pour le cabinet branché de 20 dossiers de sinistres reprises de prothèses de hanche par an. Combien de dossiers par assuré? Alors, la majeure partie des assurés n'ont qu'un dossier sur 12 ans, mais il y en a qui en ont deux, il y en a qui en ont trois, et il y en a un qui en a eu cinq en 12 ans. C'est pas forcément le plus mauvais, c'est celui qui fait le plus de reprises de hanche, évidemment. C'est-à-dire que tout ça, c'est essentiellement en fonction de l'hyperspécialisation. Plus vous êtes spécialisé, plus vous reprenez des trucs compliqués. Et si vous êtes dans le privé, évidemment, plus vous allez vous exposer. Donc, surtout pas de jugement de valeur sur ce genre de chiffres. Le délai moyen entre l'acte de révision et la plainte est de un peu plus de 3 ans, ce qui est le délai habituel, et ça peut aller jusqu'à 10 ou 15 ans selon certaines particularités de la jurisprudence. Il est intéressant de savoir que le praticien avait posé la première prothèse dans 40% des cas seulement. Ça veut dire que 2 fois sur 3, le praticien reprend des prothèses qu'il n'a pas mises. Donc, c'est un chiffre assez amusant. Alors, évidemment, en chirurgie de reprise, la cause principale, c'est le décèlement, ça ne surprendra personne. Mais quand même, en deuxième position, on a oui, les infections du site opératoire, excusez-moi, et puis qui sont quand même très importantes dans ces causes dans ces mises en cause. Sur 266 dossiers, surtout, il va y avoir des complications qui vont faire suite à la réintervention, à l'intervention de reprise, dans plus de la moitié des cas. Et elles sont essentiellement dominées par les infections, 60% des cas. Donc, vous voyez que l'infection, finalement, ça joue un rôle absolument phénoménal, soit comme cause de la révision, soit comme conséquence des complications de la révision. Et donc, doit rester dans l'esprit de nos collègues, attention, infection, infection, infection. La cause des plaintes, la reprise seule dans un peu moins de la moitié des cas, et la reprise compliquée, et j'insiste sur ce chiffre, 17 décès. 17 décès, ce qui fait 6,5% de décès dans les causes de plainte. Ce n'est pas anodin. Alors maintenant, aspect médico-légal. Alors là, je me tourne vers Jean-Pierre, expert, et bien entendu, Henri, je ne vais pas parler en votre nom. Je ne me permettrai pas. Je vais parler au nom d'un assistant conseil qui va en expertise avec de nombreux de vos collègues et qui s'est fait une petite idée de ce que vous aimez bien et de ce que vous aimez pas. Alors, ce que vous aimez bien, c'est une bonne information, évidemment. Évidemment. Les risques dominants de la reprise, les risques d'ISO, je viens d'en parler, les risques neurologiques qui sont extrêmement importants. Le sciatique n'est plus forcément à sa place pour les voies postérieures. La technique opératoire, il faut dire au patient, je vais vous ouvrir le fémur. Le plus souvent, on sait qu'on va le faire. Il faut lui dire. Parce que du coup, vous ne marcherez pas avant 6 semaines. C'est tout à fait normal, mais il faut qu'il le sache. Il faut lui dire que ça peut ne pas consolider. Il faut lui dire qu'on va utiliser une greffe, qu'on va utiliser une tige longue. Dans le document biobanque, n'est-ce pas? On demande de l'accord du patient, en tout cas pour le prélèvement. Je ne me souviens pas si pour la mise en place de la greffe, on lui demande son accord. D'accord. Et puis expliquer l'échec. Ça, évidemment, c'est le b.a.-ba, mais bon, c'est vachement agréable de dire ça à un patient. Hein, c'est super. Et si possible, alors je vous rappelle que les conditions de l'information, c'est oral, ça n'a jamais été par écrit, c'est oral. Il faut discuter avec le patient, avec son entourage, en particulier la personne de confiance. Il faut prendre du temps. Et quand on est en chargé de révision, j'avoue que moi, ça me sidère qu'on puisse régler tout ça en une seule consultation. Je n'arrive pas à le concevoir, qu'on ne revoie pas le patient au moins une fois, ne serait-ce que pour le délai de réflexion de la signature du consentement.
Les documents d'information, attention, beaucoup de collègues utilisent des documents qu'ils ont écrits eux-mêmes. Ce n'est pas légal. Il faut utiliser des documents qui sont vus, visés, signés par les sociétés savantes et, si possible, par une association de patients, ce qui est le cas des documents d'information de la Sauvecote que j'engage toujours les assurés à utiliser au maximum. Mais de toute façon, il ne faut pas se leurrer, l'information est une chimère. Pourquoi? Parce que ça consiste à prendre du temps, et on n'en a déjà pas beaucoup, pour dire des choses qu'on n'a pas envie de dire à des gens qui n'ont pas envie de les entendre. Donc, on peut comprendre que ce soit extrêmement compliqué et que ça ne marche pas si bien que ça. Alors, le consentement, ça, c'est la deuxième chose que les experts veulent avoir, c'est un consentement éclairé, bien sûr. Là, il faut bien séparer deux situations. Soit on est en train de reprendre une prothèse qu'on a posée quelques jours auparavant, par une infection précoce, une luxation irréductible ou je ne sais pas quoi. Si on a bien fait son travail d'information sur la prothèse primaire, il me semble qu'il n'est pas nécessaire de tout recommencer chez le même patient dans la même hospitalisation qui se tape une complication dont on avait bien averti avant. Je pense que re-signer un deuxième document de consentement me paraît relativement excessif. Par contre, si on est au cours d'une nouvelle hospitalisation, 3 ans, 4 ans, 5 ans après la prothèse première, évidemment, il faut tout recommencer à zéro, l'information encore plus complète et le consentement. Les experts aiment bien un bon dossier. Alors, c'est quoi un bon dossier? Un dossier qui est bien verrouillé, un dossier qui est complet, on met tout dedans, on ne perd pas les pièces, on apprend à nos secrétaires à scanner tout ce qui passe, et bien sûr, on garde le consentement éclairé, on ne le confie pas à la clinique, on le garde aussi dans ses propres dossiers pour être sûr qu'en cas de problème, on pourra le ressortir à l'expertise. Utiliser des prompts, c'est pas mal, on n'en voit pas assez en expertise parce que finalement, quand le patient dit « moi, avant qu'on me réopère, j'allais super bien, je faisais 10 km de course tous les jours », il parle que quand il avait 20 ans, mais là, on l'a opéré à 70 et il ne faisait peut-être pas tout à fait la même chose. Donc, les prompts, ça permet quand même de savoir comment ils étaient avant. C'est assez sidérant en expertise de voir combien il y a peu de dossiers de chirurgie orthopédiste avec un PMA préopératoire. Ne serait-ce qu'un PMA, qui est pourtant pas bien long à faire. On n'en voit jamais. Alors, un Oxford ou un COUS, ça n'existe pas dans les dossiers, en tout cas dans les cliniques privées, qui sont les plus mises en cause. La vie collégiale, c'est bien de prendre un avis collégial si on peut, et ça peut se faire dans le privé. Il y a des staffs dans le privé, il y a des collègues qui se rencontrent, qui se parlent, qui se montrent leurs dossiers entre eux. Tracer les ISO, j'ai assez insisté déjà, plus de 50% des dossiers sont concernés par une ISO de première ou de seconde intention comme complication. Les facteurs de risque d'une infection doivent être dans le dossier. C'est fondamental qu'on s'en soit occupé. On montre à l'expert, si on a noté patient diabétique, obèse, immunodéprimé, qu'on a dans la tête que le risque infectieux est là et qu'on en tient compte, même si on n'arrive pas à l'éviter. Les experts ne nous demandent pas d'éviter toutes les complications, ils nous demandent de faire ce qu'il faut pour les réduire. Déjà, au moins, faire attention. Donc, les 3 temps de la checklist, ils doivent être vraiment faits. Hein. Ça, enfin, les experts le savent bien, c'est hallucinant ce qu'on peut voir pour les checklists. Parfois, moi, je vois dans un établissement, j'ai vu des piles de checklists, c'était celles de l'année d'avant que signait une secrétaire pour les remettre dans la bibliothèque. Enfin, c'était absolument hallucinant. Préparation cutanée fondamentale, antibioprophylaxie, les horaires, vous savez tout ça. Mais ça doit être clair, écrit, telle dose, tel produit, pourquoi j'ai choisi celui-là, pourquoi je n'ai pas choisi celui-là, pourquoi je change. Ça doit être simplement expliqué. C'est juste, c'est pas le fait du hasard, c'est comme ça. Et si possible, les prescriptions concertées dans la troisième partie de la checklist, normalement, le chirurgien et l'anesthésiste disent, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait comme antibio-prophylaxie, thérapie, quelle molécule? Et ils discutent et ils décident. Tracer toujours l'avis infectiologue, j'insiste, je reviens encore sur l'infection. C'est bien d'avoir contractualisé avec un CRIOA, ça aide à pouvoir gérer les problèmes. Surtout dès les premières manifestations, il ne faut pas dire, bon, ça je sais faire, je vais m'en occuper tout seul. Non, 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 non. Je vais peut-être bien m'en occuper, mais j'avertis mon CRIO avec qui voilà, je vais reprendre, je pense faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est mine de rien, ça change beaucoup de choses dans un dossier. Bien sûr, avant de faire de la chirurgie septique, et le transfert en cryo, c'est pas honteux. Moi, personnellement, je l'ai fait très souvent. Bon, évidemment, en région parisienne, c'est assez facile. On a 4, 5, 6 cryo, c'est pas tout à fait la même chose dans toutes les villes de province.
Enfin, un bon dossier, attention, lorsque l'assuré est poursuivi, si l'établissement est dans la cause, son dossier va être transmis à l'assureur. Mais si l'établissement n'est pas dans la cause, il faut que l'assuré le récupère et le communique à son assureur. C'est une petite notion importante. Souvent, le chirurgien, il arrive avec son propre dossier. Il a 3-4 petites notes prises à la main quelque part et tout le dossier de la clinique, il est resté à la clinique parce qu'il n'a pas pensé qu'il fallait le chercher et la clinique n'étant pas dans la cause, évidemment, il n'y en a pas. Qu'est-ce que reprochent les experts? Ah, ouais, le défaut d'information, ça va. L'absence de documents tracés, les consentements, les avis infectiologues, les mails, les courriers. Il faut mettre, j'ai téléphoné à Tartampion, au Pliwan, machin, tel jour à telle heure, il m'a dit de faire cela. Le mieux, c'est de dire, envoie-moi un mail pour tout ça, et on le met dans le dossier, on le scanne, et on ne perdra pas l'information. Parce que quand on pense en expertise 5 ans plus tard, ceux qui se souviennent qu'ils ont demandé un mail au CRIOA, à mon avis, ils ne sont pas très fréquents. Et la programmation légère, c'est-à-dire on va se lancer sur une reprise de prothèse de hanche, on n'a même pas essayé de récupérer le compte-rendu, on n'a pas préparé, on a le matériel strictement habituel pour une reprise qui va se passer comme une lettre à la poste, alors que manque de peau, on va casser le fémur, comme a dit Patrice, on va faire des dégâts plus importants que ce qu'on avait prévu au départ. Il faut avoir ce qu'il faut dans le bloc opératoire et pas à téléphoner en catastrophe à un fabricant. Les experts n'aiment pas le délai dans la gestion des complications. Ils n'aiment pas l'abandon. Ça c'est évidemment, c'est très, très mauvais. Le patient qui essaye de se faire revoir, qui vient, qui revient et qui tombe sur un mur. Ah oui, le chirurgien peut vous recevoir dans 3 mois. Ah ben non, mais là, il n'est pas, c'est pas possible. Et ça arrive souvent. Et on dit, mais c'est pas possible. Enfin, le patient, il est là, il a la cicatrice qui coule. Eh ben non, rien à faire, la secrétaire. Non, vous ne verrez pas, dans 3 mois. La procrastination, ça aussi, on tourne autour. Ah oui, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, sans prendre un avis, sans rien. On est là, on regarde les radios se détériorer, on dit ah oui, c'est pas terrible, avant de se décider enfin à faire une ponction qui aurait dû être faite dès les premiers jours. Et puis alors surtout les prescriptions aveugles, ça vous connaissez bien ça, la piostacine prescrite comme ça 8 jours sur une prothèse qui va mal. Enfin bon, j'insiste pas, mais c'est souvent le fait des médecins généralistes, mais hélas, hélas on voit des chirurgiens orthopédistes qualifiés qui font encore ça, quoi. C'est hallucinant, de temps en temps. L'obstination, ils n'aiment pas les obstinés. Celui qui travaille tout seul, dans son coin, il prend l'avis de personne et il y va 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il est, je vais y arriver, je suis le meilleur. Et à un moment, il faut savoir dire stop, il faut savoir passer la main, si possible, pour les problèmes infectieux avec un trio. En conclusion, il faut bien préparer le patient et la prise en charge. 2 consultations minimum, moi, ça me paraît inévitable en chirurgie de reprise. Si possible, prendre d'autres avis, staffer le dossier. Les chirurgiens libéraux qui vont encore dans les stades de leur service peuvent aller montrer des dossiers au CRIOA qui a des sessions ouvertes tous les mois en général et anticiper les difficultés opératoires pour minimiser le risque de plainte. Voilà, en gros, on leur dit à nos assurés, anticipez, parlez vrai et tracez tout. Merci. Merci, Christian. Alors, je vais te poser une question qu'on t'a posée quand on a fait la réunion sur la reprise à Paris en tout début octobre. Quid des prélèvements systématiques lors d'une reprise pour un décèlement mécanique banal à 10 ans? Parce que c'est un gros débat. On n'est pas tous d'accord. Les positions. On est nombreux à penser que le prélèvement systématique ne se justifie pas sur une reprise mécanique parce que sinon, il doit s'accompagner, s'il y a un doute, d'une autre thérapie aveugle, pas sans risque, avec des antibiotiques lourds. Alors, ton avis de... Oui, faut-il faire ou non de façon systématique, puisque le risque de complications, c'est l'infection, c'est la reprise chirurgicale, mais en général, c'est la reprise chirurgicale qui infecte, le malade n'est pas infecté. Faut-il faire des prélèvements systématiques sur un décèlement mécanique à 10 ans, à 15 ans d'une prothèse? On ne reprochera jamais à un chirurgien d'avoir fait un prélèvement de trop. Jamais. On reprochera toujours à un chirurgien de ne pas avoir fait prélèvement. Oui, mais tu fais le prélèvement sans traiter. Tu ne traites pas. Systématique. C'est ça le terme de systématique. Alors, moi, personnellement, dans ce cas-là, je pose la question à CRIOA. Je dis voilà, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Ou alors, je vous passe la main.
Benoît. Alors, moi, comme je l'ai dit à la conférence d'enseignement d'Henri Migaud sur les prélèvements péropératoires, je pense que si on fait des prélèvements, c'est qu'on a changé toute la prothèse. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de faire un changement acétabulaire isolé, faire des prélèvements sans avoir tout changé. De toute façon, c'est voué à l'échec. Donc, soit on essaye de tout faire en préopératoire pour être à peu près sûr qu'il n'y a pas d'infection. Et dans ce cas-là, on peut se permettre de faire un changement partiel, sinon, il faut faire un changement total. Puis après, il y a des moyens plus modernes maintenant. Il y a le test à l'alpha-défensine ou c'est une bandelette urinaire, hein. Si le liquide articulaire il est clair, on peut faire une bandelette urinaire. S'il y a des leucos, dans ce cas-là, on fait des prélèvements et on change tout. Ouais. Voilà. Et Laurent, vous voulez répondre? Il y a un examen dont vous ne parlez pas, c'est la scintigraphie. Actuellement, les scintigraphies ou les TEP, ça vous donne des informations quand même très, très précieuses, hein, oui. sur l'histoire ou pas d'une affection, sans faire de prélèvement. Moi, enfin, j'étais d'accord avec toi. On pratique, enfin, en cas de doute et en dehors d'un aspect mécanique évident, quoi, l'aspect mécanique évident, c'est peut-être pas utile, mais en cas de doute, des douleurs sur une prothèse, un aspect vaguement de descellement, on fait un prélèvement. Alors, chez nous, c'était les radiologues qui les faisaient, les prélèvements, hein. Et Enfin, bon, quand on parle de ponction, de prélèvement, etc., il faut que ça soit fait dans de bonnes conditions, etc. On voit aussi des ponctions faites, par exemple, en salle de consultation, sans bavette, sans gants. Le patient s'en souvient. Parce que d'abord, il a eu mal, parce qu'il n'a pas d'anesthésie, puis il dit, mais dites donc, et puis souvent, il y a quelqu'un qui est passé par derrière, qui dit, il avait des gants, le praticien, il avait mis une bavette, il avait mis... il a raison, hein, écoutez bien ça, hein. Et ça, C'est tout à j'ai fait vu ça dans les plusieurs fois, je expertises. pense que vous aussi. Tu es d'accord? Alors, je répondrai à la question des prélèvements. Comme tu l'as très bien dit, parce que les avocats, maintenant, ils sont très nombreux en France. Ils n'ont jamais passé un concours pour entrer dans une école d'avocat. Donc, il faut qu'ils vivent. Et ils n'hésiteront pas. Donc, prélèvement, oui. Il faut que, take home message, il faut que ça soit clair. On vous reprochera jamais d'avoir fait un prélèvement opératoire. L'avocat vous mettra toujours dans le pétrin avec cette histoire. C'est suffisamment compliqué pour, j'allais dire, c'est rien un prélèvement, ça ne met pas la vie du patient en danger, mais votre intervention chirurgicale, bien sûr que oui. C'est comme l'information. Tu as tout à fait raison de dire que c'est une information orale. On a dit, oui, l'information orale, c'est dans la HAS. Non, c'est dans la loi du 4 mars 2002. Enfin, c'est écrit noir sur blanc. La checklist, certes, c'est la HAS, c'est pas obligatoire, c'est pas dans la loi. Actuellement, il y a encore 10% de chirurgiens orthopédistes. J'étais chirurgien orthopédiste, vous êtes tous mes amis et tout. Malheureusement, je suis aussi expert. Et près de la Cour de cassation, alors là, je veux dire, 10% qui font pas encore la checklist. Vous vous rendez compte, c'est exactement. Enfin, je me tourne vers les collègues experts. C'est effroyable, c'est d'un triste. Là, on peut rien faire, on ne peut pas reprocher à un expert. C'est très bien ce que tu as dit, ce que ressent l'expert. Toi, tu travailles comme conseiller auprès d'une compagnie d'assurance. Ici, on est Jean-Pierre, Michel Merle, etc. On est expert près de la Cour de cassation et on travaille que pour les tribunaux. Comment voulez-vous que on passe pas ça? L'avocat, mais ils sont terribles maintenant. L'information, c'est quelque chose, tu l'as mis en exergue à plusieurs reprises. Je peux très bien vous faire l'avocat. Tenez, je vais prendre Frédéric Dubrana qui a fait une reprise. Et puis, l'avocat, il dira devant un tribunal, alors c'est souvent des présidentes hein, qui s'occupent de ça, mais Madame la Présidente, voilà ce professeur. Il a passé exactement 12 minutes pour poser son indication opératoire de décèlement. 12 minutes. Pourquoi? Parce que j'ai eu le dossier, j'ai demandé au CHU 12 minutes. Il ne nous l'a vu qu'une fois. Il ne nous l'a vu qu'une fois et en plus, il a oublié de lui donner toute l'information. Et je vous rappelle, Madame la Présidente, tout ceci constitue une atteinte à la dignité humaine, comme ça a été confirmé par l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 4 mai 2018. Eh bien voilà, je demande donc sa condamnation au titre civil. C'est effroyable. Bon, en plus, il l'a pris en charge, parce qu'on voit tout. Tout ce que je vous dis là, je l'ai vu, moi. Il l'a pris en secteur 2, il lui a pompé son pognon pour lui mettre une infonction nosocomiale. Il ne l'a pas informé. Et voilà. Et comment ça se passe? Et Franck, tu iras, non pas au trou, parce que ce n'est pas du pénal, mais c'est du civil. Donc, ce que vous a dit Monsieur Delaunay, c'est tout à fait exact.
Voilà donc la position, enfin je pense que la position des autres experts, c'est la même chose. C'est terrible, vous savez, actuellement, on ne vous chipotera plus sur des détails techniques. L'information, c'est la bouteille à l'encre, c'est l'atteinte à la dignité, on n'y peut rien, donc il faut y aller, il faut passer du temps, jamais une seule consultation, enfin, et puis information orale, parce que ça, l'avocat, il le demandera, puis les patients, des fois, oublient, bah oui, il m'a dit que je pouvais mourir. Bon, bah, c'est bien, oui, effectivement, on peut mourir, mais est-ce qu'il vous a parlé d'infection? Ah ben non, c'est quoi une infection, etc. Aïe, 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 voilà. Excusez-moi un petit peu d'avoir été un peu lourd, mais partez au moins avec les idées claires, merci. Mais, merci Henri. Alors, j'ai commencé par dire qu'on avait du mal à trouver des implants de reprise. Je pense qu'on va finir par chercher aussi des chirurgiens qui veulent faire des reprises après cette position. Merci beaucoup. On va terminer quand même, on va enchaîner sur la communication pour parler un peu de fracture périprothétique parce que c'est quelque chose qui monte. Et en particulier chez une population qui est très à risque, la population très âgée, qui elle est opérée de prothèses plutôt intermédiaires sur des fractures du col. Alors, faut-il les reprendre par des reprises, comme on nous l'a enseigné longtemps, on l'a dit tout à l'heure, sur des Vancouver B2, B3, ou est-ce qu'il faut se contenter d'une ossosynthèse à minima pour ces patients? Merci Gadéric de présenter ton travail.